Voilà, merci, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Merci de m'avoir invité déjà. Donc, on m'a demandé de vous parler un petit peu de tourisme. C'est un sujet important pour la Suisse. Vous voulez que je me présente? Donc voilà, moi je suis valaisan d'origine, né à Sion. J'ai fait un apprentissage d'électricien. Et puis ensuite, j'ai vendu des téléphones portables quand l'Atel C a été introduit en Suisse. Ensuite, j'ai eu une entreprise de décoration et de publicité. Ensuite, j'ai eu une entreprise de meubles. J'ai fait faillite. J'ai été un mois en prison. Sorti de prison, je me suis mis à l'immobilier. D'abord comme broker. Donc, j'ai fait des transactions. Ensuite, je me suis dit que c'était mieux d'acheter les objets moi-même plutôt que de les faire acheter par d'autres gens. Donc j'ai créé un parc immobilier dans la région lémanique. Et puis en 2001, le Crédit Suisse m'a proposé un immeuble à la campagne entre Genève et Lausanne, au-dessus de Nyon, qui était la clinique de Genolier. J'ai d'abord dit que ça ne m'intéressait pas parce que c'était de l'industriel et qui m'intéressait aux immeubles d'habitation. Et puis ils ont tellement insisté que finalement on l'a pris. Et puis c'était le début d'une aventure intéressante dans la santé, puisque j'ai rencontré des gens passionnants là-bas. Et puis d'autres banques m'ont appelé pour me proposer d'autres cliniques en difficulté. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a 22 hôpitaux dans Swiss Medical Network après, disons, une vingtaine d'années de travail. Et parallèlement à ça, en 2002, j'avais fait la connaissance de Michel Rébier qui avait acheté la réserve ici à Genève. Et puis en 2011, on a eu l'opportunité de s'associer. En 2014, on a eu l'opportunité de reprendre des hôtels, la Victoria Jungfrau Collection. Et on a décidé de le faire ensemble. Lui était déjà dans l'hôtellerie de son côté avec la réserve. Et nous développons maintenant à travers Evis Victoria ces deux pôles, hôtellerie et santé. Et puis on a également d'autres investissements. On avait par exemple investi dans Medgate, qui est devenu le leader de la télémédecine en Suisse. On a vendu notre participation la semaine passée à un groupe allemand qui va accompagner Medgate pour son développement international. Donc on a investi également dernièrement dans Batmaid, la plateforme de réservation pour des femmes de ménage. On investit surtout dans des entreprises en fonction des hommes qui les créent, des hommes et des femmes qui créent ces entreprises et qui les développent. Voilà ce que c'est en gros Evis Victoria. J'ai préparé une petite présentation, on va passer à travers cette présentation qui servira de fil rouge. Donc on investit dans les services à la personne. L'idée, c'est pas forcément d'investir dans des usines, mais d'investir plutôt dans des sociétés de services. Et on essaye de faire grandir les sociétés et de faire des partenariats avec d'autres actionnaires qui animent ces sociétés. Healthcare, donc avec Swiss Medical Network, avec Medgate qu'on a vendu. Aujourd'hui, en fait, c'est d'aujourd'hui qu'on a été payé. Naissance, qui est la marque de, disons, Better Aging que nous avons créée. Swiss Ambulance Rescue, qui est une société que nous détenions à 100%, et depuis une année, nous avons vendu 60% de cette société au Touring Club Suisse, et nous développons une société d'ambulance sur toute la Suisse. Donc l'idée, c'est de devenir la Rega terrestre, on va dire. Voilà, on laisser les TCS a abandonné l'idée de concurrencer la Rega avec des hélicoptères et plutôt de complémenter la Rega avec un réseau terrestre de sauvetage. Ensuite, au niveau infrastructure, donc on a deux sociétés immobilières, l'une Infracore qui est pour les infrastructures hospitalières avec un portefeuille d'un peu plus d'1 milliard de francs d'immeubles d'hôpitaux. On a un partenaire dans Infracore qui est Medical Property Trust, c'est le leader mondial de murs d'hôpitaux. C'est une société américaine qui possède plus de 450 hôpitaux dans le monde. De l'autre côté, Hospitality Lifestyle, donc c'est plutôt la partie dont s'occupe mon partenaire, Michel Rébier.
Donc on a toute une série d'hôtels, Victoria Jungfrau à Interlaken, le Bellevue Palace à Berne, qu'on opère pour le compte de la Confédération. La Confédération est propriétaire des murs. La réserve Eden-au-Lac à Zurich, le Mont-Cervin Palace à Zermatt, le Schweizerhof à Zermatt, le Monte Rosa à Zermatt, l'Alpengold à Davos, qui était anciennement l'Intercontinental à Davos, que nous avons renommé, le Grand Ambassador, dont nous sommes locataires, donc on n'est pas propriétaire des murs pour le Grand Ambassador. Et puis récemment acquis l'Oscar à Londres, qui est un hôtel d'une quarantaine de chambres, situé dans le quartier de Holborn. Donc on a acheté ça fin février. Et notre investissement dans Batmaid, donc on détient 27% de Batmaid. L'objectif étant de soutenir l'expansion internationale de Batmaid avec l'ouverture de villes en Europe et ensuite aux États-Unis. Pour soutenir les hôtels, on a une société immobilière, Swiss Hotel Properties, donc qui est propriétaire de tous les hôtels sauf le Bellevue Palace et le Grand Ambassador. L'idée de Evis, c'est d'être une société de participation, donc pas forcément de rester majoritaire dans les sociétés. Donc on l'a fait déjà avec Infracore, où aujourd'hui on détient que 30% d'Infracore. On est en train de le faire aussi gentiment avec Swiss Medical Network, où on ouvre le capital à d'autres acteurs de la santé, plutôt des acteurs stratégiques que financiers, pour réaliser nos objectifs. On l'on fait également avec Swiss Wales Rescue, puisqu'on a cédé la majorité au TCS. Donc l'idée de Evis, c'est d'être en fait une société, on peut dire, de private equity, mais qui en principe conserve toujours une participation dans les sociétés. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui consolidé, donc Swiss Medical Network, les hôtels, les immeubles d'hôtels et naissances qui sont consolidés dans Evis et non consolidés, mais qui a été vendu chez Swiss Rescue et Infracore. Peut-être un petit focus, puisqu'on va parler de tourisme et d'hôtellerie sur l'hôtellerie. Donc on gère toute l'hôtellerie sous l'étiquette Michel Rébier Hospitality. Donc il y a certains hôtels, notamment la Réserve à Genève, à Paris, Ramatuelle, qui appartiennent à la famille Rébier, mais nous gérons tous ces hôtels ensemble avec une équipe, un CEO. Qu'est-ce qu'on a eu comme impact avec la crise sanitaire? Bon, évidemment, l'hôtellerie a été beaucoup plus touchée que la santé. On a eu, disons, des résultats très contrastés selon les hôtels. Par exemple, un hôtel comme le Grand Ambassador a fait une année record, parce que les Suisses, étant confinés à la Suisse, ont redécouvert des destinations comme Grand Montana. Zermatt, c'était très difficile en 2020 parce que tout se faisait un peu last minute, et Zermatt, c'est pas une destination qu'on programme last minute, parce que c'est une aventure pour aller à Zermatt quand même. Donc Zermatt, c'était plus compliqué. Les hôtels de convention comme Interlaken ou le Bellevue Palace, où des hôtels qui travaillent essentiellement avec le maïs, évidemment, ont beaucoup souffert. La réserve Zurich-Genève ont assez bien tiré leur épingle du jeu, étant des produits de niche. À Paris aussi, Ramatuelle a assez bien fonctionné aussi. Donc c'était un petit peu contrasté. En gros, en 2021, on a eu des aides de la Confédération des cantons, hein, les fameuses quadrigueurs, les fameux quadrigueurs qui sont venus tardivement. Bon, pour un groupe comme nous, c'est pas très grave d'attendre. Pour les petits acteurs, c'était un petit peu difficile. Et grosso modo, c'est venu combler les pertes de 2020. Donc, entre 2020 et 2021, l'hôtellerie a fait une année neutre parce que ces aides pour quadrigueurs sont venues compenser les pertes. Voilà, sinon, donc voilà l'Oscar, la réserve à Zurich, la réserve à Genève, la réserve à Paris, la réserve à Ramatuelle, Mont-Cervin Palace, le Monte Rosa, le Schweizerhof, l'Alpengold, le Grand Ambassador, Victoria Jungfrau, Bellevue Palace. Ensuite, également des produits hôteliers liés au vin, liés à Cos d'Estournel, avec la maison d'Estournel à Saint-Estèphe et la chartreuse du Cos d'Estournel.
également à Saint-Estèphe. Ensuite, des produits villas et appartements. Donc à Paris, il y a, en plus de la réserve, il y a 10 appartements place du Trocadéro qui sont en location avec service, et puis une villa ici à Genève. Ça, c'est aussi une activité qu'on veut développer dans des capitales européennes et mondiales. Ça, c'est notre dernière acquisition, donc c'est l'Oscar. Donc c'est là que vous voyez que les décorateurs sont des escrocs, parce que c'est Jacques Garcia qui a créé ça, et c'est un mélange de la réserve Paris et la réserve Genève. Il y a les petits oiseaux de Genève, il y a des fauteuils de Paris, etc. Mais enfin, nous, ça nous arrange bien, puisque ça a un esprit de famille, donc on n'a plus qu'à coller l'étiquette dessus. C'est un très bel hôtel, très bien réalisé, dans un quartier plutôt business. C'est pas Mayfair ou Knightsbridge, mais c'est un quartier en devenir. On voit que Londres est en train de s'étendre dans cette direction-là. On est très content aussi d'avoir une première opération à Londres. C'est un hotspot pour tout ce qui est hospitality et restauration. On y trouve aussi du personnel très qualifié. Ça peut nous servir aussi de base de recrutement, et ça peut aussi nous servir c'est important dans l'hôtellerie de pouvoir faire voyager nos employés, parce que les gens qui sont dans l'hôtellerie aiment un peu multiplier les expériences. C'est vrai que quand vous êtes cantonné à un seul pays, c'est difficile de garder les bons éléments. Voilà, alors j'ai fini ma petite présentation. C'est pour situer un petit peu où est Evis. Après, le thème, c'était le tourisme en Suisse. Donc, je dirais que la Suisse, le tourisme devrait être quelque part sa préoccupation numéro un, parce que c'est vraiment la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre paysage, nos montagnes. On a tous ces paysans subventionnés qui soignent le paysage. On a l'impression que c'est des gazons anglais partout. C'est une grande chance qu'on a d'avoir cette agriculture qui maintient le paysage. Chaque fois qu'on survole la Suisse, on peut admirer ça. Mais tous les cantons n'ont pas compris ça. Par exemple, Genève, Maudet avait annoncé fièrement qu'il allait mettre 4,5 millions pour soutenir le tourisme. C'est 4,5 milliards qu'il faudrait investir à Genève si on veut en faire une destination touristique. Donc il s'est trompé juste 1000 fois. Mais vous avez d'autres cantons, par exemple, qui, eux, ont compris. Par exemple, les Grisons. Alors les Grisons, quand vous avez un hôtel aux Grisons, vous ne vous sentez pas seul. Vous vous sentez appuyé. La Confédération avait promulgué son ordonnance pour les cas de rigueur le 1er avril. On a reçu 4 millions le 8 avril dans les Grisons. À Genève, on attend toujours pour certains montants. Donc, je pense que vraiment, tous les cantons n'ont pas compris l'importance du tourisme, alors que je pense que c'est une des activités sur lesquelles la Suisse devrait s'appuyer. Mais il y a une blague qui dit toujours, lorsque vous quittez un hôtel en Italie ou en Angleterre, on vous demande si vous avez consommé quelque chose dans le minibar. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je dois dire qu'on a soi-disant les meilleures écoles hôtelières du monde, qui malheureusement produisent plutôt des businessmen que des hôteliers. Et vous n'avez que 30% des gens qui restent dans l'hôtellerie, ce n'est pas forcément les meilleurs. Et puis en plus, comme on leur a dit qu'ils allaient être directeur général pendant toute l'école, ils ne vont jamais nous faire un cappuccino. Donc on a quand même besoin de gens pour faire des cappuccinos. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver en Suisse. Main-d'œuvre chère, peu qualifiée, dans un pays où pourtant le tourisme devrait être une des principales industries. C'est encore une fois pas le cas dans les Grisons, c'est pas le cas à Zermatt, où on voit qu'à Zermatt, vous avez 9 personnes sur 10 qui vivent du tourisme. Et donc, vous avez vraiment, quand vous ramez, vous n'avez pas l'impression de ramer tout seul. Par contre, à Cran, vous avez 9 personnes sur 10 qui vivent de l'immobilier. Alors, leur préoccupation, c'est de vous vendre un appartement et après de vous laisser vous démerder. Donc, le tourisme à Grand Montana est inexistant. Là, ils se mettent pas en hibernation, je sais pas, en sommeil d'été. Ils attendent les premières neiges à la fin novembre.
les gens à Crans-Montana. Il ne se passe rien à Crans-Montana à partir de maintenant jusqu'à la fin novembre. Et c'est normal, ils sont tous riches, ils ont tous vendu des prés des hôtels pour les transformer en appartements, donc ils n'ont pas besoin de travailler, et donc voilà. Vous êtes à Zermatt, ben là vous avez des générations de Zermattois, il y a 150 hôtels et pensions à Zermatt, imaginez le tissu, et donc ça veut dire que mon fils peut trouver un hôtel à sa bourse, alors qu'à Cran, c'est pas possible. Vous avez soit des 5 étoiles, soit des trucs tout pourris. Et ça, c'est vraiment la problématique du tourisme en Suisse. Interlaken, c'est aussi une destination où tout le monde vit du tourisme, et ça se constate. La difficulté d'Interlaken, c'est que les gens vivent d'un tourisme de passage. Donc, la plupart des gens à Interlaken veulent voir les gens un jour, enfin une nuit, qui montent à la Jungfrau, payent 200 francs pour monter là-haut, ils achètent une babiole chez Kirchhofer, et puis après, ou chez Bucherer, et après ils passent à la ville suivante. Évidemment pour nous, avec le Victoria Jungfrau, nous on aimerait que les gens restent un peu plus longtemps, donc il faut réussir à corriger, mais disons au moins à Interlaken, tous les gens vivent du tourisme, et donc il y a un respect de cette activité, et ça se ressent après au niveau de toute l'économie, c'est-à-dire que dans les Grisons, vous n'avez aucun problème à financer un hôtel, parce que la Banque cantonale des Grisons connaît l'hôtellerie, sait que c'est une industrie qui, quand elle est bien faite, peut être rentable, et donc vous pouvez très facilement financer un hôtel ou un restaurant dans les Grisons, alors que à la Banque cantonale de Genève, si vous parlez d'hôtel, on vous claque la porte au nez. Et donc c'est très difficile de créer une industrie ou une activité sans le soutien économique des banques, etc. Et si on compare par exemple Genève et Zurich, Zurich est une ville qui se débrouille très bien, tant au niveau des activités économiques, des activités touristiques. Moi j'y habite la semaine depuis 3 ans, je dois dire que pour rien au monde je reviendrai en Suisse romande. C'est une ville, au lieu de faire des pistes cyclables de 3 mètres de large, ils ont mis des trottinettes électriques partout. Ici, on les a interdits. Mais alors, il y a des pistes cyclables, mais on n'a pas de vélo, donc on ne peut rien faire. Il y a un tissu, je dirais, d'entertainment et de restaurants et d'hôtels incroyable à Zurich. Vous avez énormément de restaurants, de nouveaux trucs qui s'ouvrent tout le temps. Si vous regardez la rade de Zurich, vous avez des tea rooms, des restos, des hôtels, etc. Ici, vous avez banque, assurance, banque, assurance, banque, assurance, banque, assurance, banque, assurance. Voilà. Et pour boire un café, il faut aller au Paqui, ou je ne sais pas. Et donc voilà, donc je veux dire, c'est clair que quand vous avez tout d'un coup une baisse de régime dans l'hôtellerie, dans l'horlogerie ou dans la finance, ben Genève se retrouve le bec dans l'eau. Et moi, je m'inquiète beaucoup pour Genève, parce que je pense que le gouvernement genevois ne fait pas du tout ce qu'il faut, fait fuir tous les gens qui gagnent du pognon, hein, avec une politique fiscale inadéquate, et puis aucun soutien vraiment à l'économie touristique, à ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose, c'est dommage parce que finalement on a un lac comme à Zurich, on a une rade comme à Zurich, on a tout ce qu'il faut, ou comme à Lucerne, hein, c'est le même concept, un lac, une rivière, un pont, et vous avez deux villes, une Lucerne qui est la ville la plus visitée de Suisse, Zurich qui fonctionne évidemment très bien, et puis Genève. J'ai des amis français, quand le secret bancaire est tombé, je leur ai dit, ben, la prochaine fois que tu viens à Genève, tu viens me voir. J'ai dit, pourquoi tu veux que je vienne à Genève? Maintenant, j'ai plus de compte à Genève. Donc, c'est triste d'entendre ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, il faut, je pense, que la Suisse s'inspire. Si vous voyez le temps qu'il a fallu pour qu'on se préoccupe du tourisme pendant cette crise Covid, autant ça a réagi très vite avec les crédits Covid, etc., pour l'économie en général, mais de sortir des mesures ciblées sur l'activité touristique, hôtellerie, restauration, ça a pris des mois et des mois pour accoucher de quelque chose de... Parce que c'est arrivé finalement le 1er avril 2021, donc une année, plus d'une année après le début de la crise, alors que c'est une activité essentielle. Alors, il faudrait que la Suisse se prenne conscience, en fait, que
la concurrence de Zermatt, c'est pas Verbier, c'est pas Crans-Montana. La concurrence de Zermatt aujourd'hui, c'est Saint-Barth, c'est Bali. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous faites à Noël? Ben, vous prenez votre catalogue Hôtel Plan, vous avez des destinations dans le monde entier, souvent même moins chères que des vacances en Suisse. Donc notre concurrence, c'est pas les petites stations autour de nous. Notre concurrence, c'est le monde entier. Et pour ça, il faut que le pays s'unisse. J'ai croisé une fois un Chinois, il me dit, je suis venu skier en Suisse. Je dis, ah, mais t'es venu où? Et il dit, à Genève. Mais parce que, et c'était ce qui était marqué sur son billet d'avion. Donc, pour le Chinois, s'il veut une chambre avec vue sur le Cervin, vous pouvez lui vendre une chambre à Cran, avec vue sur le Cervin, il sera très content. Il aura l'impression, parce qu'à l'échelle du monde, Cran, c'est à côté du Cervin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à Zermatt quand c'est complet? On dit c'est complet, au revoir. Alors qu'on pourrait avoir vraiment utilisé le Cervin pour vendre l'ensemble du Valais, l'ensemble des Alpes, utiliser la Jungfrau, etc. Se mettre au garde à vous derrière les destinations phares. Mais ça ferait trop mal aux dents aux gens de Verbier d'avoir une étiquette Matterhorn Country ou un truc comme ça. Alors que le Matterhorn n'est plus connu, plus mon noble. Donc je pense que les Suisses doivent prendre conscience que le label suisse, la marque suisse est extrêmement puissante pour le moment. Et il faut justement mettre ce label-là en avant. Il faut vendre cette destination, la Suisse, et non pas des destinations spécifiques. Et je pense que si le gouvernement fait quelque chose, il y aurait des possibilités sans arroser d'argent partout. Mais par exemple, dans les Grisons, les remontées mécaniques peuvent amortir 80% de leur investissement la première année. Bon, fiscalement, c'est intéressant, ça incite à investir. Donc si on avait ce type d'incentive dans les investissements, vous auriez tout de suite des gens qui ont envie d'investir dans l'hôtellerie en se disant c'est bien, j'investis, je défiscalise, une partie de mon investissement est payée finalement par mon économie d'impôt, et faire un grand programme comme l'a fait l'Autriche. L'Autriche, il y a une quinzaine d'années, ils ont décidé que le tourisme était prioritaire, et ils ont pris des mesures et ils ont mis les moyens qu'il fallait pour faire de l'Autriche un paradis du tourisme. Et c'est vrai que quand vous allez en Autriche, vous en avez pour votre argent. C'est un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Et on survit dans nos Alpes francophones parce que les Romans sont peut-être un peu réticents à aller dans un pays germanique. Mais pour ceux qui ont eu le courage d'aller une fois en Autriche, souvent, ils y vont tous les ans après. Et c'est ce qu'on devrait faire. Donc voilà, le tourisme, je pense que le tourisme financier, il faut oublier, vu que maintenant, il y a une transparence complète. Donc quel tourisme pour la Suisse? Je pense qu'on a énormément à développer. La Suisse est quelque chose qui fascine le monde. Bon, les Américains nous confondent avec la Suède, mais c'est pas grave. Ils peuvent visiter les deux pays, on peut leur faire un paquet. Et donc je pense que ça devrait être une priorité du gouvernement de remettre le tourisme comme activité numéro 1 en Suisse, parce que on a un pays et des paysages qui sont uniques et on en profite. Voilà. Alors, s'il y a des questions, vous annoncez, vous dites qui vous êtes, des petites questions pour des petites réponses, comme ça on peut un peu varier. Philippe Rugaud, membre du comité du SAC des dirigeants d'entreprise, et plus particulièrement en charge du secteur hospitality, hôtellerie, tourisme, restauration. Je bois comme du petit lait les mots et l'exposé d'Antoine Hubert, parce que je pense qu'il a tout juste, il coche toutes les cases. Moi, je voudrais te poser une question, Antoine. Je me permets de te tutoyer devant cette assistance parce que je ne peux pas faire comme si on ne se connaissait pas.
tu nous as parlé de ton groupe et des différents pôles santé, hôtellerie. Est-ce que tu imagines qu'une des pistes pour le futur du tourisme suisse, quelles que soient les catégories, mais parlons plutôt du haut de gamme, parce que c'est ce que vous faites, est-ce que tu penses qu'une des pistes du futur de l'hôtellerie suisse, ça pourrait être justement une montée en puissance de tout ce qui touche au wellness ou au tourisme médicalisé? Oui, il ne faut pas non plus croire que dès qu'on met une étiquette médicale, ça fonctionne. Donc il y a effectivement des destinations qui ont misé là-dessus et qui ont réussi. Et par exemple, maintenant, Chenot à Parc Végis, ça fonctionne bien, etc. C'est pas évident d'avoir la bonne offre. Par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que la Suisse doit se concentrer un peu sur le haut de gamme. On n'a pas le choix parce qu'on a des salaires tellement élevés que c'est quasiment, c'est compliqué de faire de quelque chose d'abordable. Et je dirais, même si on s'adresse à une catégorie populaire, ça restera plus cher que la même catégorie populaire dans d'autres pays. Il faut être plus attractif. Mais si on prend un exemple de réussite touristique, c'est Flimslax, donc la station des Grisons. Flimslax, c'est essentiellement l'œuvre d'une personne, d'un homme, Reto Gurtner, qui a hérité de son père des remontées mécaniques de l'Axe. Et puis son frère a hérité de la boucherie, son père était le boucher du village. Et ils sont devenus les premiers producteurs de viande séchée à l'ère des Grisons, parce qu'elle vient d'ailleurs, puis elle est séchée aux Grisons, puis renvoyée. Ils font 50 tonnes par semaine de viande séchée des Grisons, Gurtner. Et puis lui a fusionné l'Axe avec Flims, ensuite Falera. Il a fait une destination complètement intégrée, ça s'appelle Weisse Arena AG. Il est propriétaire donc, des remontées mécaniques, des hôtels. Il fait 49%, 50% des nuitées lui-même, des nuitées de la région de lui-même. Et donc c'est clair que lui, avec un produit intégré, il arrive à faire un produit sexy, même pour les jeunes. Il a une station qui s'adresse essentiellement aux riders, qui est toujours classée dans les 3 meilleures stations du monde pour les riders. Donc il a mis en place des produits hôteliers aussi très, très simples, très basiques. Au début, il avait mis des containers avec dedans un lit, le Wi-Fi, et puis il louait ça 20 francs, 25 francs, et l'abonnement journalier, il est plutôt 80 francs, mais pour 100 francs, les riders, ils avaient une super station où ils pouvaient dormir et skier, ils étaient contents. Donc en intégrant, ça permet de packager et puis de faire passer la pilule d'un certain prix. Et finalement, pour lui, le prix de la nuitée n'est pas très relevant. Ce qui intéresse, c'est que la station dans son ensemble attire du monde, fasse du chiffre d'affaires. Et c'est grâce à lui qu'on a eu les stations ouvertes pendant le Covid, parce que c'est Flimslax qui a fait tout le plan sanitaire pour les stations de ski, qui a été présenté à Berne. Et c'est grâce aux Grisons qu'à un moment donné, même le conseiller d'État Grison a dit: si vous voulez me faire fermer les terrasses, envoyez-moi l'armée. On a de la chance d'avoir ces gens qui ont sauvé l'activité touristique suisse. Voilà, donc des produits intégrés, je pense que ça c'est l'avenir pour la Suisse. C'est vraiment des destinations comme Zermatt, c'est très intégré, c'est 3-4 familles, on voit les gens vont dans la même direction. Flimslax, Interlaken aussi, on pourrait même nous imaginer d'avoir plus d'hôtels à Interlaken, quelques restaurants, pour avoir une vraie force de frappe. Et c'est dans cette direction que doit aller le tourisme suisse, à mon avis. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonsoir, Gilles Clinquin, je suis dirigeant d'entreprise et en même temps responsable de l'antenne du PageX pour le Cercle, Ferney-Voltaire principalement. Une des questions vient du métaverse et j'aimerais savoir si vous avez un projet où il y a des opportunités d'investissement dans le métaverse touristique. Moi, je préfère que les gens viennent dans le monde réel plutôt que rester dans un monde virtuel. Après,
C'est sûr qu'on peut utiliser la réalité augmentée ou des choses là pour améliorer un petit peu l'expérience des fois. Mais je crois que ça dépend si on veut terminer dans une civilisation comme Wall-E, là, le dessin animé, où les hommes n'arrivent même plus à bouger parce qu'ils sont assis dans des fauteuils, etc. Et les robots font tout. Ou si on a envie de préserver une civilisation réelle, personnellement, je suis plutôt pour favoriser l'expérience réelle. Après, on peut vous parler de méta, c'est intéressant. Je reviens encore à Reto Gottner. Lui, il a fait un jeu où les gens peuvent faire du snowboard à Flipslax virtuellement, et puis ils peuvent, en gagnant des points, après, ils gagnent un vrai voyage à Flipslax. Donc, il l'utilise un petit peu comme moyen de promotion pour sa station, et ça, c'est clair que c'est super. D'autres questions? C'est bien sage. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels vous allez vous développer éventuellement après? Alors moi, il y a un secteur qui m'a toujours intéressé, dans lequel je ne me suis encore pas lancé, mais c'est le secteur de l'éducation. Si on prend, il y a deux secteurs complètement à la traîne en Suisse, c'est la santé et l'éducation, parce qu'on a laissé ça aux mains des cantons, et puis il n'y a pas d'acteurs suisses, et donc chaque canton a son programme. Quand vous changez de canton, vous perdez une année de scolarité, parce que c'est pas le même système, c'est pas le même, etc. Et j'ai 3 enfants, j'en ai un qui a 10 ans, j'en ai un qui a 30 ans et qui a 10 ans avec la même femme. On a fait tous les 10 ans des enfants. Et j'ai pas vu de différence à l'école entre celui qui a 30 ans et celui qui a 10 ans. Je les ai amenés dans les mêmes écoles. J'ai pas vu, en 20 ans, j'ai pas vu de changement dans le système éducatif, dans l'école. Et je dois dire que pour ce que je me rappelle, j'aimais pas beaucoup l'école, donc j'ai un peu effacé le disque dur, mais c'était pareil quand j'étais moi à l'école. En fait, c'est un domaine où on a fait aucun progrès, on est très statique avec des horaires, des vacances qui foutent la merde partout, parce que si on a de la saisonnalité dans les hôtels, c'est à cause des vacances scolaires. Si on a des embouteillages le vendredi soir, c'est à cause des horaires scolaires. Donc, cette école qui est restée très statique et très rigide fait que toute notre civilisation doit vivre au rythme de l'école. Alors qu'aujourd'hui, la technologie permettrait de faire une école vraiment beaucoup plus flexible, où les gens consomment le savoir quand ils ont envie de le consommer, à distance, en présentiel, etc. Donc, l'éducation est un domaine qui me tente beaucoup, et on pourrait commencer, par exemple, par créer une Michel Rébier Academy pour déjà former des gens vraiment dans l'hôtellerie. Parce qu'aujourd'hui, nos écoles hôtelières, encore une fois, elles ne forment plus des hôteliers, elles forment des businessmen. Donc, si on veut avoir du personnel, il faut favoriser tout ce qui est apprentissage, où les gens sont les mains dans le cambouis, et il faut qu'on fasse une académie où on reprend les gens qui sortent de l'hôtellerie, et on dit non mais regarde comment on fait un cappuccino, parce que c'est tragique, mais vous avez des gars qui sont hyper diplômés et qui n'ont aucune idée, qui sont incapables d'aller débarrasser une table. D'autres questions? Oui. Oui, Claude Guy. Antoine, je te suis tout à fait sur la spécificité helvétique et les arguments que nous avons dans ce pays. Mais lorsqu'on habite Genève, la première destination touristique, elle n'est pas en Suisse. La première destination touristique, c'est Chamonix et l'Aiguille du Midi. Et on ne peut pas avoir une politique touristique sans prendre la région dans son ensemble. Et avec l'esprit de ta démarche, c'est-à-dire de prendre un territoire complémentaire, on doit agir dans ce sens. Le lac n'a pas qu'une rive, il en a 2, et la rive française n'est pas moins belle que la rive suisse. Une région comme Évian a des atouts considérables. Et nous avons autour de nous, dans un triangle entre Genève, Lyon, Turin, ce qu'on peut appeler un diamant alpin, qui réunit quelque chose qui est unique au monde.
Et à partir de là, est-ce que tu conçois d'avoir une géométrie variable, c'est-à-dire que de promouvoir le produit et la spécificité helvétique, et puis d'autre part de prendre en compte le fait que les Alpes, et notamment ce triangle-là, est tout à fait unique au monde. Mais c'est clair, tu as tout à fait raison, notamment quand on fait des candidatures pour les Jeux Olympiques, on aurait intérêt à se regrouper avec l'Italie et la France et faire une candidature alpine plutôt que d'aller chacun avec sa petite candidature qui n'a aucune chance de passer. Si on regarde Sochi, il n'y a pas de neige à Sochi, hein, donc les Jeux Olympiques de Sochi, ils se passaient à 80 ou à 100 km de là. Donc tu as tout à fait raison, il faudrait... maintenant, quand on voit la peine qu'on a déjà à se mettre d'accord entre cantons en Suisse, se mettre d'accord encore avec les régions françaises, peut-être que l'autre solution, c'est de donner Genève à la France. Comme ça, on n'a plus que 4 km à surveiller de frontières au lieu de 110. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, tu as quelques jeunes entrepreneurs ou de jeunes entreprises. Quel serait le conseil que tu leur donnerais aujourd'hui? Bon, surtout de ne pas s'arrêter quand on vous dit que c'est pas possible. Donc, il faut toujours. Je crois que si je m'étais arrêté quand on m'a dit c'est pas possible, on n'aurait rien fait. Il faut faire les choses et puis il faut se battre. Surtout, je pense qu'il faut se battre contre les règles idiotes, les convenances idiotes. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de bon sens qui revienne. Et il faut faire peut-être un peu de politique. Parce que le problème, c'est qu'on a une politique qui est devenue très pauvre à droite, où on n'a plus que des politiciens de métier, comme en France, donc ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde, dans la réalité du terrain. Et donc c'est faible, c'est la qualité aujourd'hui des gouvernants, pas seulement en Suisse, hein, mais si on regarde aux États-Unis, ils sont incapables de présenter un mec plus jeune que 75 ans comme président des États-Unis, c'est dramatique. Donc peut-être qu'il faut avoir un peu de courage pour faire comme Claude, de la politique. Parce qu'en fait, on a les politiques qu'on mérite, hein. C'est clair. Merci mille fois.